les nouvelles générations du Color View fait pas uniquement Color View, mais on le fait en 4K comme disponibilité aussi. Et on a aussi rajouté le système du AcuSense, donc le système de classification de détection des objets, aussi dans le même caméra. Ici, on vous présente un petit exemple dans lequel on prend un caméra 4K du série EasyIP 3.0 avec un shutter de 1 sur 1000. Cela s'est fait à 20 heures le soir, à peu près 20h30, comme il y a marqué sur l'écran. À gauche, vous voyez telle image. C'est une image dans laquelle tout le monde est quand même satisfait à le voir, mais à droite, on vous présente l'image du même endroit, du même temps, d'un Color View G2 4K. Aussi, le shutter à 1x100. Pour les deux images, tout le monde est bien d'accord que la droite est un peu plus agréable à voir. Si on va faire un petit zoom digital dans l'image à gauche, on va voir qu'on nous manque quand même beaucoup de détails. Si on fait la même chose à la droite, on va voir beaucoup plus de détails. Dans le cadre en total, il faut bien tenir compte que pour le color view, on a besoin d'une certaine luminosité en ambiante. Il faut avoir quand même un minimum avant pour éviter que tu reviens dans une image noire complète. Ici, une aperçu du produit. Donc, quel modèle est-ce qu'on a comme disponibilité? Ils sont disponibles en 2 ou 4 mégapixels en les 4 formes au-dessus. En bas, le 4K, pour l'instant, n'est que disponible en version boulette. Chaque fois avec un objectif fixe, soi-disant de 2.8, 4 ou 6 mm. Les modules les plus populaires, comme on peut dire, ce sont celles-ci du 2,8 à 4 mm en 4 mégapixels ou bien en 4K le 2.8 ou le 2.8 et 4 mm. Le ultra haute résolution en 4K, on a quand même créé plusieurs des choses pour avoir une image de telle qualité. On a le Smart FSI, donc on a un nouveau système technologique intérieur pour créer les analyses. Le caméra, il est aussi compris avec du 130 dB de WDR. Cela, on va vous montrer un peu plus tard. On a du hardware avancé, donc on fait un objectif avec une valeur f de 1.0 et le capteur, il a une forme de taille de 1 sur 1,5 pouces, 1,2 pouces. Ouais. Effectivement, la précision ultime est aussi dans le processus. Donc, on a une fabrication qui est tellement élevée pour avoir un processeur de telle qualité. Maintenant, une petite information concernant la profondeur de champ. Pour quelle raison est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir? Tout le monde connaît bien que tu as le moyen de faire un focus sur l'image, mais le focus, en fait, c'est toujours sur une certaine distance, sur un certain point. La profondeur du champ fait en fait la bénéfice que tu as une qualité ou un bon image sur une profondeur plus loin. Comment est-ce qu'on y arrive là-dessus? Ben, le plus petit ton ouverture, donc le iris, le plus profonde que tu as le champ. Donc avec un iris qui est tellement grand, tu vois, comme le dessin au-dessus du bonhomme, tu as une distance tellement limitée par rapport à la clarité de l'image. Et s'il est plus petit, le focus, le iris par exemple, mes excuses, si l'iris est beaucoup plus petit, tu as un champ longueur plus élevé. Dans les fiches techniques des nouvelles générations du Color View, on a mis ces informations aussi dedans. Donc, dans la fiche technique, tu sais voir le depth of focus qui correspond à la distance sur laquelle on a la meilleure qualité de l'image. Donc, pour un 2,8 mm comme objectif, il faut y regarder que la distance au minimum, c'est 2,5 mètres du caméra jusqu'à l'infinité, c'est-à-dire jusqu'au point visible. Donc, on a rajouté ces informations comme qu'ils sont quand même assez importantes aussi dans les fiches techniques. Une autre chose qui est encore intéressante à vous raconter, c'est la profondeur du champ. Pourquoi est-ce que ça c'est tellement important?
Ici, on a notre collègue de Pays-Bas, David, qui a fait quelques des exemples. Donc, on a toujours le même objectif, la même valeur f, et c'est en version 4K, sur lequel il se met sur 1,5 mètre, une fois à 4 mètres aussi. Là, tu vois que, en fait, sur la distance de 4 mètres, il a une meilleure qualité que sur une distance de 1,5 mètre. Si on va maintenant retourner vers la fiche technique et voir pour la 4 mm, tu vois que la distance optimale commence à 3,5 mètres et plus loin. Donc, à cause de ça, tu sais voir que quand il est trop proche, qu'il n'est pas en fait tellement bien. Les paramètres d'exposition. Là, on constate qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui souffrent ou qui ont des soucis à comprendre cela. Le exposure time, comme on dit, c'est en fait une quantité de fois que l'objectif ou le focus, l'iris va s'ouvrir et fermer par seconde. Par défaut, il est mis sur a fait quelques des exemples avec une valeur de 1 sur 6, oui, 1 sur 12, 1 sur 25, 1 sur 50 et même 1 sur 100. En général, vous voyez, si tu regardais l'image globale, que si on le met 1 sur 100, que c'est un peu moins éclairé, l'image complète, que sur 1 sur 6. Mais par contre, si on va regarder les personnes même et la plaque qu'il a dans sa main, c'est ce que vous voyez à la droite en bas, un peu en fait, fait comme un zoom, 1 sur 12 et 1 sur 100. Quand il fait 100 fois une ouverture et une fermeture par seconde, l'image est beaucoup plus précise et beaucoup euh, plus élevée dans la qualité. Donc, si vous avez des scénarios dans lesquels il y a quand même beaucoup de mouvements ou des mouvements assez rapides, c'est mieux en tout cas d'augmenter. Fais attention, il a toujours un peu la limite. Si tu vas le mettre une fois 500, par exemple, à ce point-là, tu n'as pas du tout assez de luminance qui vient sur le capteur et à ce point-là, ton image reste noire. Donc, si on augmente le shutter, comme ici à 1 sur 100, on a beaucoup moins de flou dans l'image quand il y a du mouvement. Ça, c'est le point le plus important. Maintenant, notre collègue, il a fait il a un bon local de démo aux Pays-Bas. À droite, vous voyez la même photo qu'à gauche. Ouais, c'est le même endroit, c'est le même environnement. À droite, c'est fait par un iPhone. C'est la caméra d'un iPhone. Et à gauche, c'est la caméra Color View. On n'a pas activé la luminance supplémentaire de la caméra dans aucune des images ici dans la présentation. Donc, c'est toujours avec la clarité disponible dans le petit espace. Si maintenant, avec un exposure de 1 sur 6, il va se balader dedans, vous voyez bien que l'image en total, c'est tellement bien, sauf les mouvements qu'il constate. Là, pour être honnête, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vendre. Hein. Tout le monde est bien d'accord que ça, ce n'est pas un bon résultat. Si maintenant, on va mettre la exposure sur 1 sur 25 et on va rajouter 50% de luminosité, c'est déjà mieux. Ouais. Si on fait la même chose, mais on le met sur 1 sur 100, tu vois beaucoup plus net quel bonhomme qui se balade dans l'image. Ici, la différence entre 1 sur 100 et 1 sur 25. Donc là, un peu l'importance à savoir comment est-ce qu'on peut le paramétrer et quels sont les différents résultats quand on change ces paramètres. À part ça, les caméras Color View, ils ont quand même encore des luminances intégrées. Comme la génération 1, la génération 2 a ça aussi. Les lampes intégrées pour allumer l'ambiance en cas de trop peu de luminance présente. Ouais. C'est une lumière blanche. Dans la génération 1, le paramétrage de telle luminosité ou de cette LED était fait dans le menu System Settings et puis External Device. Finalement, on a dû convaincre le R&D pour le déplacer dans le Day-Night Switching comme que dans chaque autre caméra avec des lampes, par exemple des lampes IR.
dans lequel on peut le configurer. Donc maintenant, c'est juste dans un autre endroit où ce qu'on peut le paramétrer. Ce n'est pas disparu. Quels sont les possibles paramètres qu'on peut mettre effectivement? Donc, la première choix, c'est le jour et nuit, switch, balayage, ou bien il est en automatique, oui, et switch to night. Ça veut dire que quand il va dans la mode nuit, il va activer sa luminance supplémentaire. Quand il est à jour, bah, la luminance supplémentaire n'est pas activée. La sensitivité, c'est en fait l'échelle dans laquelle c'est le luxe au minimum qu'il doit avoir avant de faire la basculation. Comme toutes les lampes automatiques à l'extérieur, on a ça aussi. Mais le filter time, ça c'est en fait en secondes le temps qu'il doit être dans tel niveau avant de faire la basculation. Ça c'est pour éviter que la caméra va basculer quand il y a du luminance qui s'apparaît par rapport à des véhicules qui passent par exemple, qu'il va toujours basculer de l'une à l'autre mode. Ici, le bouton général pour soit activer ou désactiver les LED supplémentaires, donc l'illuminance supplémentaire de la caméra. Dans quel mode? Ça c'est automatiquement. En fait, c'est une white mode, donc du LED blanche. Là, on peut le mettre soit en automatique. À ce point-là, il va automatiquement ajuster la puissance des LED pour avoir une image convenable. Ou bien on le met en manuel et à ce point-là, tu as le slider en dessous pour manuellement déterminer la puissance du LED pour illuminer ton endroit supplémentaire. Une autre chose qui est encore intéressante à vous raconter, c'est le WDR. Une caméra G2, donc le Color View le 4 ou bien le 8 mégapixels, ils ont un WDR de 130 dB. Mais qu'est-ce que c'est en fait le 130 dB? Les vrais appareils photo, par exemple, ils ont le moyen de prendre plusieurs des photos et les mettre ensemble. Ça, c'est ce on fait avec du WDR. On prend une image, un screenshot en fait, avec une exposition très petite et puis une exposition très grande. Et puis, on va remettre les deux images ensemble. Et ça, c'est l'image on va les combiner et ça, c'est l'image que tu reçois. Les ColorV, eux, ils prennent donc deux images. Le seul système qui est encore mieux, ce sont les Darkfighter de Hikvision qui ont 140 dB. Eux, ils vont prendre trois images et les remettre ensemble. Le WDR, qu'est-ce que ça nous fait en fait comme résultat? Vous voyez deux exemples à droite, un exemple en haut dans lequel tu vois bien l'ambiance, sauf il te manque des détails sur l'écran parce qu'il y a une luminosité en arrière-plan qui bascule vers les caméras. Et en dessous, on a activé le WDR, ça veut dire qu'on va tenir compte avec cette luminosité, on va le diminuer digitalement. Un petit conseil, le WDR, si tu l'utilises, ce n'est pas toujours nécessaire de l'activer. Ce n'est pas un paramétrage que tu dois activer par défaut. Il faut bien tenir compte à l'endroit et le point d'installation si tu vas l'activer, oui ou non. Dans un endroit à l'extérieur, par exemple, ça ne sert à rien de l'activer. Ici, un exemple. Vous voyez dans la petite vidéo la différence entre le WDR qui est désactivé ou bien on va activer la fonction WDR. Voilà, donc désactiver et si on va le... Ik zie het niet meer bewegen. À droite, vous voyez deux screenshots. Quand le WDR est désactivé, vous voyez bien que à cause de la clarité de l'extérieur, vous voyez bien tout ce qui est de l'extérieur. Mais si on va l'activer, on va aussi augmenter la clarité de tous les objets qui sont à l'intérieur, qui sont en fait un peu dans l'ombre, on peut dire. Si on va activer le WDR, vous voyez bien qu'est-ce qu'il y a marqué sur les cartons. Le Color View contient aussi le système AccuSense. Quand on va activer le AccuSense, on a le moyen de choisir
comme vous voyez à droite, entre humain ou bien véhicule. Si on coche rien, il va détecter sur tous. Si on coche les deux, on va détecter sur ces deux-là. Donc, si on met un line crossing et on dit qu'il faut des notifications en cas de véhicule qui se passe, il va se annoncer. Si on le met maintenant sur un NVR à gauche et on active le Target Detection, là, vous voyez que, comme qu'il est activé sur véhicule, il va vous présenter toutes les screenshots qu'avec des véhicules. Sûrement, il y a quelques points d'attention. 100% des fausses alertes, pour éviter des fausses alertes à l'extérieur 100%, c'est l'idéal, mais ce n'est pas existant. Tout le monde sache que quand vous faites du détection à l'extérieur, une garantie de 100% fonctionnement, c'est une utopie. Ouais. Si vous voulez mettre ce type de caméra en place, il faut calculer un peu plus de temps pour faire une bonne paramétrage. C'est tellement intéressant. Ce n'est pas des heures, mais il faut compter quand même un peu de temps supplémentaire pour faire une bonne réglage. De mieux qu'ils sont réglés, de moins de fausses alertes que tu vas y avoir. La détection dans le motion detection ou la détection de mouvement, on a aussi la possibilité d'activer le système AccuSense, donc la classification, en disant qu'on va que détecter ou activer le motion detection en cas de mouvement d'une personne ou bien un véhicule. Là, on a le bénéfice d'éviter quand il y a un chat, par exemple, ou un renard qui va passer l'image, qu'on va faire un enregistrement. Soyez bien conscients que la détection de mouvement, on ne va pas l'utiliser pour faire des notifications vers l'app ou vers le logiciel. Ça, c'est de rien. C'est bien pour utiliser en cas où de optimaliser le AccuSense intégré, on a le moyen de beaucoup plus rapidement faire du filtrage sur des personnes. Si on a le moyen, ici dans le IVMS, dans le playback, de sélectionner humain, ça sera indiqué en rouge. Et à ce point-là, tu as beaucoup plus rapidement la possibilité de voir pendant l'enregistrement de toute la nuit, par exemple, quand est-ce qu'il y avait eu des personnes qui ont été passées devant mon caméra. Ça, c'est grâce à l'intégration du système AccuSense dans les caméras. Le mode de la caméra est aussi possible. On a aussi la possibilité, par rapport au Smart Event, de le mettre en capture de visage. C'est soit Smart Event, soit capture d'image. Et ici, on a la possibilité, quand la personne est assez proche, d'avoir aussi des captures des images. Il faut bien faire attention pour faire une capture du visage. Il nous faut au minimum 125 pixels. Comme ça, on a aussi la possibilité de rapidement chercher que les humains à cause d'une capture du visage si la caméra est assez proche installée, effectivement. Comme on fait ces classifications et les captures, on a, dans l'autre sens, on a aussi le moyen de y chercher là-dessus. Donc, on a le moyen de dire, donne-moi maintenant toutes les personnes qui sont été passées dans le champ de vue de la caméra. Tout ça, c'est fait ou soit par le NVR même ou bien par le IVMS ou le X central si installé. La même chose avec les véhicules, comme on ne fait pas uniquement les personnes, mais aussi les véhicules, on a de même façon, on a le moyen de faire la recherche sur ces véhicules. Maintenant, la connexion avec les eConnect, là on sait voir, on a le moyen de récupérer les notifications en push quand il y a une alerte de la caméra. Là, on a la petite vidéo dans laquelle on a le line crossing ou la détection du bonhomme qui passe dans l'image. Ça, c'est la notification push que tu reçois. Si maintenant, à droite, vous allez regarder la relecture de ton
caméra, là aussi, tu as les événements qui sont listés et dans lesquels que tu puisses faire la recherche beaucoup plus rapide. Pour cette fonctionnalité aussi, tenez bien compte que vous devez vérifier sur le App Store /Hikvision ou le App Store du Hikvision si ton app est bien la version la plus récente. Le Camera Color View G2, on a trois possibles paramétrages du VCA. On a soit les Smart Events qui contient le line crossing, zone d'intrusion, etc. avec le système du AcuSense dedans. Ou bien on a la capture de visage ici, dans lequel comprendre les caractéristiques faciales telles que le sexe, l'âge, les lunettes, le masque, le chapeau et la barbe. Ouais. Ou bien on a la fonction du monitoring. Dans le monitoring, on n'a pas le Smart Event, on n'a pas le Face Capture, mais on vient d'activer la possibilité de faire un rotate de l'image. Donc, dans quelques possibilités ou dans quelques circonstances, c'est peut-être utile de le mettre dans un vue couloir, comme on dit aussi un peu dans le monde. À ce point-là, quand on le met en monitoring, on désactive les analyses, mais on a le moyen de faire tourner l'image en 90 degrés pour avoir une image de couloir. Voilà, je pense qu'on y est un peu arrivé aux fins de toutes les explications qu'on voulait vous expliquer. Qu'il me reste encore à vous informer qu'on a encore des formations de produits planifiées chez Hikvision. Donc, ces formations ici, ils prennent place chez nous au bureau, donc dans le showroom, sur lequel qu'on a une disponibilité de 7 places au maximum, tel qu'aux circonstances Covid, effectivement. Si vous voulez vous inscrire dans une de ces formations, vous voyez le lien en dessous sur lequel tu peux t'inscrire sur la page web. Ça, c'est ce qui est pour l'instant actif sur le planning. Et en plus, on a encore un petit planning qui s'agit pour les webinaires, les suivantes. Donc, le suivant sera le 26 février, dans lequel on va y parler du lancement de produits du 3e série et les suivantes formations au webinaire. Ça, c'est tout de mon explication. Je vous remercie déjà d'avance. Je passe un petit coup d'œil à mon collègue pour voir s'il y a encore quelqu'un qui aura des questions. Effectivement, la présentation sera disponible à télécharger après le webinaire. Là, vous allez récupérer un lien pour le télécharger normalement. Et là, il y a encore une question de quelqu'un. Quelle différence de fonctionnalité y a-t-il d'un côté des caméras AcuSense mis sur l'NVR NII? Oui. On peut bien mettre les caméras AcuSense sur un NVR NII ou bien sur un NVR NXI. Sauf si on le met sur un NXI, on ne va pas faire analyse AcuSense sur la caméra et en plus encore l'analyse AcuSense sur le NVR, on ne va pas faire le double. Ouais, c'est un peu contradictoire. Donc, mais tu peux dire, si tu as une installation avec 8 caméras, 4 existantes, 4 nouvelles, tu sais mettre un NVR NXI pour analyser les 4 existantes, oui, pour la faire le AcuSense là-dessus, et vous remplissez le reste avec des caméras AcuSense dans lesquelles l'intelligence ou la logique est dans la caméra même. Où est-ce qu'on va mettre le WDR en permanence? Bah, si tu as une caméra dans une hall d'entrée qui regarde vers une porte qui est vitrée, par exemple, ou quand tu mets la caméra, quand il y a aussi du contre-jour de l'extérieur qui rentre